En tant que bébé, il peut faire ce qu'il veut et se détendre pendant 15 ans. Oui, cette histoire se concentre sur le jeune Ning, dont la vie est devenue une routine très ennuyeuse, car il passe son temps à travailler dans l'espoir d'avoir ce qu'il faut pour payer ses études, ses passe-temps d'otaku et pouvoir prendre soin de sa petite amie. N'est-ce pas ce qu'un homme ferait? Mais tout change quand il découvre que sa petite amie l'a trompé avec un millionnaire rencontré récemment. De plus, même si la paix à son travail est bonne, elle ne lui suffit pas pour étudier. Son père, très attentionné, l'appelle pour demander des nouvelles. Pendant qu'il téléphone et explique la situation, une petite fille manque de se faire renverser. Il s'interpose pour la sauver, mais Ning perd la vie. Son âme quitte son corps et il est emmené dans une zone céleste, là où le monarque suprême se charge d'offrir un bon destin aux âmes qu'il reçoit. Cependant, quelque chose ne va pas, car le protagoniste n'aurait pas dû mourir avant l'âge de 95 ans. En compensation, il le laisse choisir clairement sa réincarnation. Commandant légendaire, génie ou empereur. Le protagoniste veut juste profiter de cette opportunité pour vivre paisiblement, manger, avoir des relations et dormir. Scénario compliqué pour le vieil homme qui obtient quelque chose de semblable, mais il sait que cet humain est spécial. C'était avant qu'on lui efface la mémoire pour qu'il se réincarne. Deux bêtes qui ne se croisant jamais l'attaquent ici, dont la garde de la zone le protège un peu. Pendant ce temps, le protagoniste s'échappe et renaît comme prince de la petite ville de l'Est, peuplée de guerriers et de magie. C'est encore un bébé, il peut donc faire ce qu'il veut et se détendre pendant 15 ans. Ce qui finit par faire de lui un héritier gâté et orgueilleux du trône, qui ne fait que profiter de ses journées à flâner accompagné de ses deux magnifiques servantes. Incroyable. Mais sa famille, surtout son père, chef de la maison de l'Est, s'inquiète car son héritier manque de discipline et d'esprit de leader. Il décide donc d'envoyer son fils au Long, une maison de redressement. Mais hors de la ville, de nombreux dangers existent et il veut d'abord vérifier si son fils peut sortir. Alors il le fait combattre contre l'un des serpents démoniaques enfermés dans cette ville. Et c'est là qu'on voit qu'aucun des compagnons du chef n'a d'espoir pour le protagoniste. Pour cela, le père l'enferme avec la bête sans aucune possibilité d'aide. Ayant foi en lui, il sent pouvoir devenir héritier à tout moment. Pourtant, il surprend le public en esquivant les attaques. Mais il le fait comme un génie car selon son père, pour ses 15 ans, son potentiel magique n'a aucun sens. Il est juste très paresseux. Et c'est pour cela que son père lui impose ses épreuves. Pendant ce temps, Jen, qui est celui qui a le moins confiance en ses capacités et qui est le compagnon de son père, reste simplement à regarder et c'est à ce moment-là que le chef lui remet l'épée. La fille a-t-elle prévu de lui léguer ? Ainsi, le combat change complètement et ils viennent rapidement à bout de la vipère. Le principal problème est qu'il a attiré la haine du clan des serpents, déjà présent en ville. Sous les ordres de leur chef, il tue tous les villageois pour venger son fils. Il trouve donc rapidement le chef et sa famille, les acculant complètement. Ils décident alors de mettre l'héritier en sécurité tandis que le chef reste pour se battre. Mais Ning n'est pas seulement doué au combat, il maîtrise aussi la magie car lors de sa fuite, il évite de perdre un bras et se met en sécurité. Pendant ce temps, son père, de façon simple, s'occupe de repousser la bête jusqu'à sa tanière où il ne peut pas trop s'approcher. Il retourne donc au royaume en sachant qu'il doit se préparer à une guerre contre les serpents qui peuvent continuer à attaquer ses terres à tout moment. C'est le père de Shun, une servante du héros, qui vient chercher sa fille, conscient du danger actuel en ville. Ning doit accepter en voyant sa camarade partir, bien qu'elle refuse de l'abandonner. C'est pourtant la meilleure décision jusqu'à ce que la situation se calme. Le problème, c'est que cela s'avère être une solution vide, puisque le vieil homme ne fait que rentrer avec sa fille. Pour que cette ville soit attaquée par la reine des serpents en personne. Pendant ce temps, le protagoniste, ignorant tout, part en voyage avec sa servante Ji et Bai, le plus jeune compagnon de son père. Ce qui, pour une raison particulière, les mène en territoire reptilien. C'est Ning qui, en explorant la zone, se retrouve face à un serpent qui ne l'attaque pas au début, jusqu'à ce que le protagoniste le traite de laid. Quelque chose le met si en colère qu'un combat éclate. Ce combat est observé par deux puissants moines d'un territoire lointain qui prévoient d'utiliser un sceau pour contrôler l'esprit de ce serpent très puissant. Le problème, c'est qu'ils croient qu'un jeune homme les devance à la chasse, ignorant que le protagoniste est acculé dans ce combat. Ici, il montre son habileté en divisant sa puissance entre ses mains, une technique inédite pour les moines de Tiemu.
Mais la figue serpent a aussi ses astuces et change de forme. Elle profite du chaos pour blesser grièvement le protagoniste, qui ne peut se régénérer, puis le pousse vers les pièges de Tiémou. Le héros n'a pas le temps de prévenir la fille et tous deux sont enfermés. Mais seule Déborah, la fille serpent, devient prisonnière. Pendant ce temps, l'autre bandit, prenant la forme d'un loup, décide d'affronter le protagoniste, qui sait déjà de loin qu'il n'a aucune chance contre un ennemi aussi puissant. Pour l'instant, il se retire, furieux de savoir qu'il torture la fille, qui ne lui est pas antipathique. Il lui rappelle de se contrôler dans ces situations et qu'il a encore beaucoup à apprendre. Il médite toute la nuit et son esprit s'illumine en voyant la fleur de lotus, symbole de tranquillité et de confiance qui lui donne force. Il passe toute la nuit à méditer et ne comprend comment canaliser tout son potentiel que plus tard, ce qui surprend ses camarades par sa rapidité. C'est si efficace que l'ennemi perçoit vite le danger et va sur place, où il rencontre le protagoniste. Mais cette fois, avec un pouvoir quelque peu différent, qu'il ne comprend même pas, puisqu'il utilise le feu et la glace dans chaque main. Parfaitement équilibré, donc même en attaquant, le loup est vite submergé par l'énergie. De Ning et Tiémou n'ont pas d'autre issue, car Déborah n'a pas laissé son esprit être contrôlé. Il ne lui reste qu'une seule option, supplier Ning de le laisser vivre. Aucun signe de remords n'apparaît, ce qui enseigne au protagoniste que le pouvoir ne rend pas forcément meilleur. Et même s'il ne veut pas l'accepter, le protagoniste devra lui aussi s'adapter à ce monde. C'est pourquoi, à la fin, il finit par ôter la vie à Tiémou, tout en se demandant si c'était vraiment une bonne décision. Mais il aura bientôt une réponse à cette question. Déborah le remercie de lui avoir sauvé la vie, mais précise qu'elle ne sera pas sa servante. Elle voulait que le protagoniste insiste pour qu'avec la personnalité de Ning, il accepte simplement, la laisse libre et s'en va, pour qu'au final, la fille se retrouve derrière lui en disant qu'ils auront besoin d'un guide pour ces régions. Ils arrivent au village de Shun, contrairement à ce qu'attendait le protagoniste. Ce fut la première à être attaquée de manière brutale, puisque tous les villageois ont été tués par le serpent, y compris Shun et son père. Quelque chose qui donne plus de force à ses actions. Et vraiment, cela lui fait prendre conscience qu'il y a beaucoup de cruauté partout, même envers des gens qui ne le méritent pas. S'il constate l'usage de la force, il persistera. Voilà pourquoi ils offrent une sépulture à la jeune fille. Il demande à Bai combien de temps il lui faudra pour vaincre la reine serpent responsable du chaos. À cela, il répond qu'il lui faudra au moins 3 ans, évidemment c'est très long. Alors Déborah intervient et lui parle de l'île sacrée, qui est très connue par le clan des serpents. Comme un lieu où, après de dures épreuves, on peut acquérir un grand pouvoir, mais avec très peu de chances d'y arriver. Ici encore, le prota sent un défi qu'il est prêt à relever. Avec Déborah, ils vont jusqu'à la grande entrée, là où les chemins se séparent après un trajet étrange. Le prota, prenant le risque, fait face à sa première épreuve. Une grande armée de cuirassés qu'il essaie d'affronter, se rendant compte non seulement de leur force colossale à chaque coup, mais aussi que leur régénération est incroyable. Même ces nouvelles compétences du Lotus n'ont aucun effet sur eux. Cependant, après avoir combattu et cherché la faiblesse de l'ennemi, ils constatent qu'à chaque régénération, ils deviennent moins résistants et plus lents. Il conclut qu'il s'agit d'invocations contrôlées par autrui. Et surtout, qu'elles ont une limite de puissance. Il élimine ses ennemis sans relâche, là où tout autre guerrier aurait renoncé. Mais ici, et après un massacre, il parvient à surmonter cette épreuve, sous le regard d'un singe qui semble l'apprécier. Au royaume, son père apprend qu'il a vaincu Tiémou grâce à la technique de la fleur de lotus. Bai apparaît alors pour parler de l'île sacrée et du défi choisi. Le père est fier des exploits de son fils. Cependant, ils ne peuvent pas seulement compter sur le protagoniste, car le royaume doit se préparer à la guerre, les serpents n'étant pas leur unique ennemi. Pendant que Ning parle avec le gorille, celui-ci se présente comme la 3e épreuve de l'île. Même si cela paraît insensé, on n'explique pas comment le responsable de la 2e épreuve s'est suicidé après des siècles à attendre un bon guerrier. Le gorille, dans une situation similaire, dit au protagoniste qu'il suffit de lui causer une légère blessure pour réussir. Il commence une rencontre où Ning utilise tout son répertoire de compétences. Confiant que ce sera facile, cependant, après de nombreuses tentatives, il n'arrive même pas à s'en approcher. C'est à ce moment que la bête perd tout espoir en le protagoniste, qu'elle voyait comme un prodige et sa chance. C'est ici que Ning joue avec l'esprit du gorille. Et comme il ne peut pas le blesser avec son épée, il finit par utiliser les propres griffes de son ennemi, ce qui est assez rusé, mais le gorille l'accepte parce que c'était ingénieux et parce qu'en vérité,
il en avait assez d'attendre de bons guerriers, alors il finit par être libéré de sa prison. Parallèlement, une autre entité apparaît, guide le protagoniste vers la zone sacrée et lui confirme la validité de sa troisième épreuve. Parce qu'au lieu d'utiliser la force physique, il a utilisé quelque chose de plus important, la force mentale. Après avoir relevé le défi, il obtient le titre de seigneur du lieu sacré et un sceau lui permettant de revenir sur l'île de Partout. Cependant, les autres trésors et pouvoirs sont bloqués car il manque de maturité et de puissance. Comme il s'est beaucoup donné de mal, il lui apprend au moins un peu la technique des 1000 épées, laquelle, s'il parvient à la maîtriser, lui donnera une augmentation de puissance supérieure à tout ce qui a jamais été vu dans ce monde. Mais il doit s'entraîner dur pour libérer ses limiteurs un jour. Pendant ce temps, son père est en réunion parlant justement de cette autre menace qui pèse sur le village, la montagne. Un puissant groupe de guerriers contrôle une partie du royaume et profite de la crise de l'Est pour préparer une attaque et conquérir de nouvelles terres. Le chef, bien qu'il croie au potentiel de son fils, sait que de nombreux alliés, notamment Jen, ne lui font pas confiance. Et c'est ici qu'on nous raconte un peu l'histoire de la montagne. Car il y a 18 ans, les deux groupes étaient en guerre, alors que Nîmes allait bientôt naître. Cela motivait son père à devenir une légende du combat, même si l'ennemi était déjà plus fort et qu'il voulait éviter des pertes des deux côtés. Au final, un accord a été conclu. L'Est a gardé la plus petite part de terre, mais a tout de même bien vécu. Cependant, il semble que maintenant, la montagne veuille tout garder pour elle. Donc, le chef n'a pas d'autre choix que de commencer à préparer sa ville pour une guerre. Nous rencontrons le peuple dangereux de la montagne, déjà prêt à partir en guerre. Des rumeurs disant que le jeune homme épargné il y a 18 ans montre de grandes compétences. Il ne semble pas inquiet, alors qu'il devrait, car après avoir quitté l'île, Ning accomplit sa mission. Il élimine la reine des serpents, géante et puissante, mais impuissante face au protagoniste, qui devient chaque jour plus fort. Cependant, tout n'est pas rose. Sa mère est gravement malade et son père est désemparé, car le pouvoir de l'ennemi est immense. C'est pourquoi il signe une trêve. La mère propose alors à son mari de faire le rituel du dragon. Peut anéantir de grandes armées instantanément au prix de la vitalité de 5 membres de sa famille et risque fort de mourir elle-même. Après réflexion, le chef décide de saisir l'opportunité et d'exposer sa famille à la mort, sachant qu'il peut déjà laisser la ville à son fils qui arrive justement après son long voyage pour découvrir tout ce qui se passe. Et comment ? Le plan est de rassembler l'ennemi dans la zone où le rituel sera efficace, puisqu'il s'y cache. Cependant, ils doivent faire attention, car chacun des guerriers de la montagne est assez puissant pour anéantir des armées entières. Surtout un roux nommé Tian. De plus, la montagne compte un vieil homme comme stratège et amplificateur des capacités de ses compagnons. La Maison de l'Est doit donc agir intelligemment, le protagoniste cherchant à les provoquer. Alors Justo élabore un plan et se rend à la réunion, où tous les chefs de la montagne risquent leur vie, mais défient chacun des membres qui étaient justement en train de recruter des alliés. Se sentant menacés et conscients de leur puissance, ils prennent ces menaces au sérieux et proposent rapidement une guerre, tombant dans le piège du protagoniste. Et en rentrant au royaume, ils rencontrent l'un des alliés les plus puissants convoqués par la montagne. Ni le trompe et le renvoie sur ses terres, retirant une carte puissante à l'ennemi. Mais cela importe peu, car il reste confiant de gagner. La mère de Nin rejoint vite sa famille avec son mari, alors que Nin et Bai restent au front avec d'autres guerriers. Si le rituel devenait compliqué et nécessitait leur intervention. Heureusement, l'ennemi et ses troupes se dirigent vers l'endroit convenu sans aucun problème, grâce à un brouillard créé par les sages de l'Est. En avançant et en dissipant la faible visibilité, ils se retrouvent face à face avec cet impuissant. Invocation du dragon. Chaque sacrifié incarne une partie du corps. Ce dragon est si puissant qu'il élimine aisément 4 guerriers redoutables. Le chef de la montagne, surpris, doit appeler ses renforts et Tian. Le chef rencontre Nin, impatient de se battre, et lui transmet une part de son ancien pouvoir. Est-ce assez pour que le protagoniste utilise sa technique des 1000 épées ? Quand les renforts du dragon arrivent, il apparaît avec le protagoniste qui combine ses compétences et utilise les épées liées aux éléments qu'il maîtrise, provoquant une pluie meurtrière ignorée des ennemis jusqu'à ce qu'ils commencent à perdre la tête. Alors, l'ennemi décide de contre-attaquer avec des compétences très différentes et puissantes, qui blessent inévitablement le protagoniste. Cependant, la guérison du dragon ne lui permet
pas seulement de survivre, mais aussi de lancer une seconde attaque, cette fois en utilisant toute l'énergie qui lui reste. C'est assez pour détruire toute arme et éliminer un groupe de prodiges. Mais ce n'est pas fini. Tian affronte encore sa famille qui semble perdre la bataille. C'est le guerrier le plus fort de la montagne et il épuise la vitalité du dragon. Pendant ce temps, le Prota est encore en train de récupérer ses forces. Heureusement, au dernier moment, il parvient à retrouver son pouvoir pour que nous ayons le véritable combat final. Avec de puissants coups de la part des deux et avec un niveau de puissance qui dépasse largement la meilleure époque de son père, allant même jusqu'à faire reculer Tian et à surprendre tout le monde. Le protagoniste utilise alors tout ce qu'il a appris avec sa technique des 1000 épées, lors d'une séquence épique où le roux perd la tête. Cela paraît positif car ils ont gagné et leurs proches, encore un peu en vie, peuvent être sauvés. Mais le moine de la montagne survit toujours. De plus, il fait utiliser au sceau de son clan toute l'énergie pour écraser la montagne et les armes des villes voisines. Le Prota reçoit alors tout le pouvoir de l'île sacrée, poussant sa famille à utiliser le dragon pour exposer ses dernières forces. Cependant, cette fois, le vieil homme a plus d'énergie et il détruit littéralement l'invocation ainsi que les personnes qui la contrôlent. C'est pour que Ning, en pleurs, reçoivent le dernier niveau galactique de son pouvoir et s'en servent pour se venger du vieil homme. Grâce à Bai, il anéantit son rival d'un coup final ressenti partout. Ainsi, Ning récupère ses terres et devient le propriétaire du plus vaste territoire du royaume. Tout cela a un prix assez élevé, qu'il savait déjà devoir payer pour toutes les vies qu'il a prises et qui ont maintenant fait de lui un gouverneur. C'est ici que cette histoire se termine, à apprécier dans son intégralité, sans suite prévue prochainement. Nous avons donc Yuxin, un adolescent qui vient tout juste de terminer l'école avec son ami, le populaire adoré de tous, Mizuki, avec qui il semble entretenir une bonne relation. Car en cas de problème, une bagarre de rue s'impose. Après un bref contact étrange, ils discutent de leur avenir. Le protagoniste rêve d'intégrer un lycée avec internat pour quitter la maison de ses oncles, à qui il est reconnaissant, mais se sent déjà mal à l'aise en tant qu'orphelin. Cependant, il ne suffit pas au monde de le laisser sans parents, car le jour où il doit déménager, son dortoir prend feu. Il doit trouver une autre option, mais aucune n'entre dans son budget, surtout que vivre avec sa cousine est déjà insupportable. La nuit, un enfant translucide et macabre l'emmène dans une étrange agence immobilière, où il trouve un logement adapté à ses études et très abordable, à condition d'accepter la présence de spectres. Il croit à une blague, signe les papiers et, comme dit mon père, les laisse dans un lieu à l'aspect ancien et à l'atmosphère pesante. Cependant, sa chambre est en parfait état et il rencontre même un écrivain qui vit là. Le seul problème étant qu'il est mort depuis 100 ans. Là, il rencontre Akin, qui lui plaît aussitôt. Très gentille, elle lui fait visiter tout le lieu, dont la salle à manger où la cuisinière est très talentueuse malgré ses seules mains et son corps. La fille Ruriko est très mignonne et c'est ici que surgissent esprits, fantômes et enfants au passé terrible. Donc le protagoniste ne sait pas quoi faire dans cette situation. Et l'écrivain, que nous appellerons Ichiki. Il ne finit pas par aider beaucoup, car il veut essayer et voir s'il est capable de supporter un tel environnement ou s'il ne le supporte pas. Mieux vaut qu'il reprenne son ancienne vie, car il connaîtra toujours des choses étranges. Comme Akin, qui après l'école ramène un zombie possédé derrière elle et finit par l'exorciser, car il y a aussi des humains comme elle avec des niveaux de pouvoir qui leur permettent d'exorciser. Le protagoniste trouve cela intéressant. Alors il finit par y réfléchir longuement, car il ne veut pas redevenir un fardeau pour qui que ce soit, même s'il doit s'habituer aux fantômes et aux démons. Le garçon sans parents. Malgré la gentillesse des créatures de l'auberge, il retourne à l'école où tout est un normal et réalise que l'auberge de monstres n'est finalement pas si mal, car il croise de nombreux personnages variés et formidables. Surtout Ryu, l'humain le plus respecté de l'endroit, car il est le fondateur de l'auberge qui réunit toutes ces créatures qui ont dû se cacher des humains au fil du temps. Le protagoniste le prend pour modèle. En classe, il rencontre un nouveau camarade et une fille bienveillante. Plus tard, Yoshi a des visions d'elle dans un accident. Il tente de la sauver, mais arrive trop tard. Et c'est là que, pour la première fois, nous voyons un aperçu de son pouvoir pour retirer l'énergie sombre et calmer la fille. Le reste étant géré par Kin, le protagoniste conserve cette négativité. Son acte prouve qu'il peut devenir sorcier comme elle, même sans le niveau. Elle commence donc à le considérer tout en profitant de ses vacances et en travaillant. Ici, l'enfant orphelin Kuri
voit la louve apparaître comme sa mère et son animal de compagnie, tandis que tous profitent de l'après-midi. Elle nous raconte cette histoire si triste, où le petit était le fruit d'un couple assez instable, où la mère a essayé de retenir son petit ami avec un enfant. Cela n'a fait qu'énerver le père, qui l'a abandonné, laissant Kuri subir la colère et la frustration de sa mère. Elle le frappait sans cesse, traumatisant l'enfant au point qu'il ne parlait plus. Heureusement, il rencontre ici Shiro, qui, bien que chien, devient longtemps sa figure protectrice. Nul ne pouvait ôter le titre à sa mère ni la contrôler. Le jour où elle sombre, elle tue son fils. Puis Shiro, fou de douleur, lui tranche la gorge. Évidemment, ensuite, le chien meurt aux mains de tous les voisins, sans opposer de résistance, car il avait promis de veiller sur Shiro, même dans la mort. Car même là, sa mère est arrivée comme une âme en peine, cherchant à continuer de tourmenter son fils. En gros, la maman de l'année. C'est ainsi que Shiro a conduit le petit jusqu'au temple des loups, où la chef, qui venait justement de perdre ses petits, les adopte comme ses enfants, leur permettant de vivre dans le monde humain, ce dont Kuri avait besoin. Cependant, sa mère revient encore certaines nuits pour chercher son petit. Et maintenant, tout le monde trouve ça amusant puisqu'elle ne peut pas franchir la barrière de l'auberge. Même si tout le monde sait que c'est un peu triste, car Kuri ne pourra pas trouver la paix tant que sa mère n'aura pas perdu la colère qu'elle ressent envers lui. Il rit pour que l'enfant fasse de même et ait une bonne vie, car c'est tout ce qu'ils peuvent faire. En vérité, il vit plutôt bien. L'histoire se termine alors que nous voyons Yushi se préparer à quitter l'auberge, puisque ses dortoirs ont déjà été reconstruits, en plus du fait que son camarade de classe sait où il habite. Sous de mauvaises influences, il profite de la naïveté de Yushi pour semer le chaos dans son auberge. Une bagarre éclate, le protagoniste se défend sans jamais céder contre 6 brutes. Cependant, lorsqu'il se retrouve dépassé, les démons les plus puissants de la maison, qui étaient toujours restés dans l'ombre, apparaissent. Ils calment la situation et font que tout le monde meurt de peur. Pour son dernier cadeau, ils organisent une fête d'adieu où le protagoniste ressent de plus en plus de regrets. Cela est confirmé et avant de partir, il reçoit un pendentif lui permettant de retrouver sa vie normale sans lien avec le monde spirituel. Dès son arrivée dans une chambre moderne, il ressent la froideur de ses camarades, ce qui est surprenant car ils ont eu de bonnes vies. Les gens de l'auberge, comme la charmante Ruriko, tuée brutalement par un client, continue toujours de cuisiner. Et, comme les autres, elle mène une vie plutôt joyeuse. Des situations qui ne font que lui donner le sentiment d'être loin de chez lui. De plus, son ancien camarade de classe se fait justement arrêter pour trafic de drogue à cause de ses nouveaux amis, ce qui le déprime beaucoup. C'est alors qu'il décide de retourner à l'immeuble, mais il ne trouve rien d'autre qu'une maison vide. Les jours suivants sont un vrai supplice pour le protag, incapable de gérer sa relation avec ses colocataires. Au dernier moment, il rencontre l'écrivain entouré de chattes qui lui donne des conseils indirects pour trouver sa place dans le monde. Il comprend que bien souvent, c'est sa propre mentalité qui le limite, alors il s'excuse, règle certains remords et commence à profiter davantage de la situation dans laquelle il se trouve. Finalement, cela le mène à ce qu'il considère désormais comme son foyer. Revenant ainsi dans cet environnement chaleureux, rempli de créatures qui peuvent sembler un peu dégoûtantes, mais qui font partie de sa nouvelle vie, qui accueille maintenant un nouvel invité surnommé le libraire, voyageant à travers le monde pour recueillir les meilleures œuvres. Il découvre ce livre étrange lié au monde spirituel, qui peut être dangereux en de mauvaises mains. Ici naît le garde et le protagoniste profite de la soirée avec le libraire, le type drôle. Cependant, lorsqu'il va se coucher, le livre apparaît devant lui sans aucun sceau. Avec Fool, il obtient un pouvoir supérieur grâce aux cartes du tarot, ce qui paraît exagéré. Mais Yoshi l'essaie et découvre que le yin, l'ermite ou les cartes de ce livre ne sont en fait que des créatures faibles, peu utiles. Yoshi accepte de devenir le maître des créatures, pensant le lendemain que c'était un rêve. Il retrouve Mizuki et ils décident d'aller manger ensemble. En sortant, ils croisent des voyous provocateurs. Mizuki les défie et il s'enfuit dans un bâtiment abandonné. Le protagoniste découvre que ces créatures sont réelles. Elles révèlent aussi leur identité à son ami, qui réagit étonnamment bien. Même lorsque les voyous sont sur le point d'entrer, il fait preuve de beaucoup de stratégie et utilise les cartes du protagoniste. Celles-ci, bien qu'elles invoquent des créatures comme Cerbère, se révèlent finalement faibles ou incontrôlables. Mizuki connaît ses limites et les exploite pour vaincre ses ennemis. Après être sorti blessé, le protagoniste s'apprête à tout révéler à son ami. Mais d'abord, il rencontre les gens de l'auberge pour leur montrer ce qui se passe avec le livre. Et tout le monde est d'accord pour dire qu'il a été choisi pour monter de niveau avec ses créatures. Mais pour cela, il lui faut de la puissance. Akane propose alors un entraînement intensif de quelques semaines.
Il raconte aussi à Mizuki ce qu'il a vécu récemment. Et même s'il avait peur de ce que Mizuki pourrait penser de l'auberge, il suffit qu'il arrive sur place pour qu'il s'adapte rapidement, apportant même quelques cadeaux qui serviront pour la fête du soir, ce qui rassure le protagoniste pour son ami. Le chaos vient du libraire qui amène des démons à l'auberge, lesquels gagnent en puissance grâce à l'aura de la maison. Sans exorciste, seul le protagoniste reste. Mais son livre reste faible, révélant le pouvoir du libraire, qui, comme Yushi, maîtrise des bêtes, mais beaucoup plus puissantes. Cela montre ce que le protagoniste pourra accomplir. Cela le motive à progresser et ses entraînements lui paraissent plus simples. La série devient vraiment intéressante quand un nouveau professeur d'anglais arrive à l'école. Il travaille très bien, mais il est asocial et réservé, ce qui n'est pas un problème. Cependant, le protagoniste le surprend ensuite à observer les filles s'entraîner de façon macabre, ce qui laisse au héros une étrange envie de le frapper sans raison. Il se calme à l'auberge et présente enfin son vieil ami au chef, qui ne le connaît pas. Mais en même temps, c'est un peu étrange, mais bon, l'important c'est que Ryu dit au héros que son livre est une copie de l'original, avec des créatures plus puissantes. Mais il lui montre qu'il peut quand même améliorer ses statistiques pour en faire un outil de bête en tant que mage. C'est une raison suffisante, parce que ces gens font la fête pour tout, afin de célébrer le soir. Même s'il arrive un moment où la conversation devient plus sérieuse. Les protagonistes réalisent que chaque personnage et lieu porte une histoire de douleur et d'effort, tout en restant serein. Ils finissent par y réfléchir. Un cyclope sympathique apparaît, comme les autres. C'est l'exemple parfait de la façon dont les créatures fantastiques se sont cachées à cause du rejet humain, tout en pouvant vivre heureuses. Contrairement à l'école, qui se remplit d'une aura négative et dont les filles de la classe parlent comme des fantômes dans l'auditorium. Mais elles préfèrent perdre leur temps à flirter avec le protagoniste, qui attire déjà les regards envieux de la classe. De plus, elles subissent un cri du professeur Miura, devenu très étrange, ce qui les pousse à enquêter sur la situation. Les lettres ne servent pas vraiment. Elle le retrouve ensuite marchant vers l'auditorium où elle ne peut le suivre. Comme les jaloux de la classe veulent le frapper parce qu'il fait ce qu'ils ne peuvent pas faire avec les filles. Cependant, la personnalité passive du protagoniste change et il finit par les intimider lui-même. Ici, il tente d'impressionner avec son pouvoir, provoquant une explosion finalement très utile, contrairement aux autres lettres. Le lendemain, il va à l'auditorium et retrouve une amie qui enquête aussi sur le professeur. Ensemble, ils cherchent les fantômes et ils tombent sur une pièce assez lugubre qui, derrière un mur, cache un symbole assez macabre, rempli d'insultes envers les femmes. En plus d'une fenêtre qui donne sur le terrain d'entraînement, d'où l'on peut parfaitement voir les filles, il serait donc facile de l'accuser d'être un pervers. Mais il y a des textes très anciens, datant même d'avant l'arrivée du professeur. Cependant, c'est justement ici qu'ils sont découverts par Miura, qui arrive sur les lieux et, dans sa folie, prend la fille en otage. Ce qui devient encore plus grave lorsque le symbole semble lui transmettre l'obscurité. Il veut tuer la fille si violemment que le protagoniste ne peut l'arrêter. Et même en sauvant son ami, l'homme s'échappe. Face à ce danger, il utilise son tarot avec l'aide des Nornes et de l'ermite qui lui offre deux choix. Pour Miura, une malédiction liée au symbole de l'auditorium ou un souvenir trop négatif et macabre resté sur place. Donc, en se rappelant la haine envers les femmes et les textes qui existent depuis longtemps, il semble que quelqu'un de traumatisé ait laissé son souvenir négatif. Dans le corps de Miura, incapable de se contrôler devant une fille et hospitalisé avec un corps usé, le protagoniste veut le sauver et enquête auprès des gens de l'auberge, tous occupés. Et c'est la même amie qui découvre que Miura, tout comme le démon la malédiction, a aussi été harcelé par les femmes élitistes de son académie, au point qu'elles lui ont fait perdre sa personnalité. Et le candidat vide est parfait pour la malédiction, c'est pourquoi tout commence à prendre sens. Cependant, alors qu'elle raccompagnait son amie chez elle, elle est attaquée justement par Miura, qui cette fois est sur le point de la tuer. Le protagoniste utilise son explosion à la dernière seconde pour assommer l'homme, veut encore l'aider et cache les preuves pouvant l'incriminer. Mais maintenant, Akin revient. L'auberge lui conseille que souvent il y a des choses qu'un exorciste ne peut pas résoudre, même s'il ne l'écoute pas. Le lendemain, il lui rend visite et remarque qu'il est encore plus aimable. Cependant, le type ne va pas bien et voyant son ami, distrait le protagoniste pour l'attaquer sur le toit. Cependant, c'est une marionnette d'Akin qui absorbe complètement la malédiction du type et la termine. Résultat assez simple. Miura agit toujours en psychopathe. Car, comme l'a dit Akin, certains ne peuvent pas être sauvés,
et Miura a aussi son propre traumatisme avec les femmes. Et c'est le protagoniste qui, en essayant de se sortir de la situation, subit les conséquences en étant attaqué traîtreusement par le professeur. Il utilise donc son pouvoir, une fois de plus, pour le rendre inconscient. Et que cette fois, ce soit la police qui s'en charge, sans utiliser à nouveau ses pouvoirs. Sauf si c'est vraiment une urgence, comme dans ce cas avec les harceleurs, parce que ce type est un véritable aimant à harceleur. Il poursuit son entraînement, qui lui paraît plus facile, malgré des changements physiques et mentaux marqués le rendant instable. Il repense à ses moments difficiles, mais cela ne l'empêche pas d'avancer, même si ses amis prennent leur distance et le laissent faire son deuil. Tout cela vise à éveiller de nouveaux pouvoirs qu'il atteint finalement. Il réalise l'importance du livre et veut être respecté comme Ryu, qui ne vit pas dans le passé négatif. Le lendemain, lors de l'entraînement habituel, il atteint son premier niveau. Toute l'auberge en est fière, y compris ses créatures du tarot. Même si ce n'est pas une grande augmentation, cela prouve qu'il peut obtenir du pouvoir et il est applaudi. Surtout, il se donne pour but, en tant que mage puissant, d'obtenir un grand pouvoir pour accompagner ceux qui sont devenus sa famille. La première saison de la série s'achève. Une suite arrive avec plus de combats et encore plus de drame pour le protagoniste. Je laisse le nom pour les impatients pendant que je prépare la suite. Si on atteint 400 commentaires, l'aventure continue et progresse. Pour moi, c'est tout. J'espère que ça vous a plu et comme l'a dit mon père, je vous laisse.